grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, mais donc on va déjà démarrer. Donc merci de nous rejoindre ici pour cette deuxième rencontre dans le cadre de ce qu'on a appelé au carrefour des droits des femmes, qu'on fait en partenariat avec Point Culture, qui nous fait le plaisir vraiment de nous accueillir. C'est la deuxième rencontre dans le cadre de ce cycle de conférences, de rencontres qu'on a appelé au carrefour des droits des femmes. Alors, au carrefour des droits des femmes, s'inscrivent dans une volonté vraiment de marquer le coup par rapport à une convention qui est très peu connue. On parlera tout à l'heure de la Convention d'Istanbul, mais ici, ce qui nous a motivés à lancer ce cycle de rencontres, c'est parce qu'on va fêter bientôt, le 18 décembre prochain, les 40 ans de la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Donc on appelle la CEDAW je ne prononce pas toujours bien, mais la CEDAW en anglais, la CEDEF, on va essayer d'utiliser l'intitulé CEDEF pour l'évoquer en français. Et donc la CEDEF, c'est quoi? C'est vraiment un instrument qui est super important pour les droits des femmes, qui est peu connu, qui est un instrument donc, qui va avoir 40 ans et qui a comme objectif de défendre spécifiquement l'accès des femmes à tous leurs droits et à toutes leurs libertés qui sont garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc, qui est, comme vous le savez, été adoptée en 1948, et ben, elle a oublié complètement les femmes. Donc pendant 30 ans, il y a un comité qui s'est créé au sein des Nations Unies sur la condition de la femme et qui a réfléchi à comment mieux prendre en compte les droits des femmes parce que ça a été complètement oublié dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc ça a débouché sur cette convention qui date de 1979. Et donc cette convention, elle va vraiment affiner la lecture des discriminations directes et indirectes que rencontrent les femmes dans de nombreux domaines et en se référant vraiment explicitement aux stéréotypes et aux préjugés pour expliquer ces discriminations. Donc, elle va, y compris, expliciter les raisons pour lesquelles les femmes sont victimes de discrimination. Alors qu'elle a comme ambition vraiment de garantir aux femmes le plein exercice de tous leurs droits, mais elle va aussi souligner certains aspects qui sont liés à la position spécifique des femmes. C'est-à-dire, elle va aller très loin dans des recommandations qui touchent à la protection de la maternité, des travailleuses, à la lutte contre les différentes formes de violence. Je reviendrai pour dire comment ça s'est arrivé dans cette convention, ou encore l'accès à des services de santé et d'éducation à la santé, et notamment en matière de planification de naissance. Donc c'était quand même une convention qui était assez révolutionnaire lorsqu'elle est arrivée. Et donc nous, on se disait, il faut marquer le coup, de nouveau essayer de la faire connaître. Il y a 10 ans, nous avons aussi essayé de faire connaître cette convention, et puis après, pendant 10 ans, on l'a oubliée. Maintenant, on revient un peu là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de marquer le coup à travers ces rencontres? Parce que pour nous, les organisations féministes ont toute une série de revendications pour garantir les droits des femmes. Et on s'est dit, ces revendications sont connues quand on parle de nous dans la presse, quand on nous invite quelque part, mais elles sont très peu connues du grand public, et donc c'était intéressant de les partager avec vous. Ce sont des revendications qui ont fait souvent l'objet de tout un processus en amont avec des publics avec lesquels on travaille, parfois l'élaboration dans le cadre de partenariats, c'est ce qui s'est passé ici autour des violences. Et donc on avait envie vraiment de mettre en avant ces prises de position qui touchent aux différents domaines qui relèvent de cette convention dont j'ai parlé, donc la question d'emploi, de droits sociaux, de santé, de justice, de droits civils, de droits familial. Alors, c'est Vie Féminine qui lance cette série de rencontres, mais chaque fois, notre volonté, c'est de nous associer avec une organisation, et ici on a 2 organisations de femmes, qui partagent nos prises de position, mais qui peuvent aussi, en plus, ou partager nos grilles de lecture. Pour vous donner les grilles de lecture qui tiennent compte non seulement des inégalités entre les hommes et les femmes, mais aussi de l'imbrication d'autres rapports de domination, d'autres rapports de pouvoir, par exemple être attentive à la lutte contre le racisme ou à la lutte contre la précarité. La dernière fois, on a fait une première rencontre sur les questions de maternité, et là, on avait invité l'Université des femmes qui était venue parler de sa prise de position sur la GPA, Vie Féminine, ayant parlé de toutes les autres revendications concernant le droit à la protection
dans le contexte de maternité. Alors pour ce soir, nous avons pris le sujet des violences contre les femmes. Et donc ici, l'objectif est de présenter une série de prises de position qui nous sont communes parce qu'on est quand même fédérés au sein d'une coalition. On est très nombreuses et nombreux aussi, mais ça, vous y reviendrez, Irène et Maria, là-dessus. Et donc, on va vous présenter quelque chose qu'on partage. Donc, les revendications que vous allez entendre, ce sont des revendications qui sont partagées déjà par les 3 organisations qui sont ici, mais par beaucoup plus d'organisations. Nous voyons vraiment ces rencontres comme un lieu, évidemment, on va vous partager nos revendications, mais on a envie vraiment d'avoir un espace de débat avec vous et de pouvoir échanger là-dessus. Alors, je tiens juste à signaler que la prochaine rencontre qui va terminer ce cycle pour l'année 2019 portera sur le sexisme dans l'espace public, où là, on aura l'occasion de vous présenter aussi nos revendications, avec notamment la présence de Safia Kessas, qui est chargée de la diversité et de l'égalité à la RTBF. Alors, ce soir, c'est sur les violences. Donc, on a intitulé ça « Violence contre les femmes, il est urgent d'agir ». Alors, il faut juste souligner que la CEDEF, dont je vous ai parlé au début, ne disait pas grand-chose des violences contre les femmes. Il y avait même un oubli, tu peux le confirmer, et ne mentionnait pas grand-chose. En tout cas, il n'y avait pas de recommandations sur les questions des violences à l'égard des femmes. Et ce n'est qu'en 1992 qu'une recommandation générale est ajoutée à la CEDEF pour affirmer, et je vous cite, donc ça c'est la CEDEF qui le dit, pour appliquer intégralement la Convention, les États doivent prendre des mesures constructives visant à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Donc cette question, elle arrive de cette manière, mais c'est évidemment la Convention d'Istanbul dont on va parler aujourd'hui qui va produire des obligations en direction de la Belgique et qui vient combler le vide. Donc pour moi, moi je suis une convaincue, mais pour moi, il faut prendre les 2 conventions si on veut vraiment parler de l'ensemble des droits des femmes. C'est à la fois la CEDEF et la Convention d'Istanbul, évidemment, pour les raisons sur lesquelles on va vous revenir. Alors ce soir, je vous ai dit qu'on est en compagnie de 2 associations de femmes. D'abord, nos invités sont... je vais rigoler maintenant. Oui, tu m'autorises. Maria Miguel Sierra, donc, qui est directrice de La Voix des femmes. Je laisserai Maria après expliquer. Dire un petit mot sur son association. Et donc, Maria, avec La Voix des femmes, a été vraiment à l'initiative de tout ce travail autour de la Convention d'Istanbul et qui est un peu, d'ailleurs, Maria, pour le moment, elle est fort sollicitée parce que chaque fois qu'on reçoit un coup de fil et que ça devient trop technique, on envoie vers Maria pour ce qui concerne ce travail sur la Convention d'Istanbul. Donc, Maria nous présentera brièvement la Convention d'Istanbul. Elle nous présentera le rapport alternatif sur la Convention. Donc, il y a un rapport alternatif qui a été élaboré par la société civile. Elle va nous partager un peu la méthodologie qui a été utilisée, les objectifs poursuivis, la structure du rapport et tout le travail de dynamique avec les associations aussi de femmes. Et Irène Coffert, donc Irène, on ne la présente plus. Hein. Irène, c'est une militante féministe qui est connue par tout le monde, si. Surtout à la RTBF, on la connaît bien. Et donc, Irène, aujourd'hui, représente Garance, qui est une autre association de femmes fort impliquées dans tout ce travail sur la Convention d'Istanbul. Donc, Irène nous présentera plus, elle ira plus dans le contenu du rapport et les recommandations qui sont adressées aux autorités belges. Et il nous donnera en exclusivité un petit écho sur la manière dont le Grévio, on va vous expliquer c'est quoi, mais c'est vraiment quelque part l'organe de contrôle de l'application de la Convention d'Istanbul, ce que le Grévio dit de la France. Donc ça peut aussi un petit peu nous dire des choses sur ce qui nous attend, ce qui attend la Belgique. Et je terminerai par vous donner une brève information sur ce que contient les déclarations de gouvernement des régions et de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sujet du thème sur lequel on va parler ce soir. Donc voilà, je vous passe la parole. Alors, c'est Maria qui commence. Bonjour à toutes. Alors, je vais plisser les yeux, on ne vous voit pas très bien, donc désolée. Je suis directrice de La Voix des femmes, qui est une organisation qui est basée ici à Bruxelles, à Saint-Chose concrètement, et
dont l'un des objectifs est la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, et en particulier des femmes migrantes. Alors, quelques mots sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Alors, effectivement, c'est le premier instrument européen contraignant, c'est-à-dire qui va obliger les États, qui crée un cadre juridique complet pour prévenir les violences à l'encontre des femmes, protéger les victimes et mettre fin à l'impunité des auteurs des violences. Alors, c'est également le premier traité international qui comporte une définition de genre. Et je lis, à savoir les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construites qu'une société considère comme appropriées pour les femmes et pour les hommes. Alors, d'emblée, cette convention va établir dans son préambule que les violences faites aux femmes prennent leurs racines dans les inégalités entre les hommes et les femmes et les rapports de domination des hommes sur les femmes. Les violences contre les femmes sont des violences structurelles d'un système social qui se manifeste par un rapport de force inégal et donc une inégalité des chances entre les femmes et les hommes. Je tiens à rappeler ce préambule parce que ça donne une certaine lecture, c'est une lecture genrée des violences, ce qu'on pourrait appeler les rapports de domination, qui est un petit peu la lecture qui est utilisée par beaucoup d'associations, en tout cas en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est important de clarifier ces concepts-là, parce que souvent, quand on parle de genre, il y a différentes définitions qui circulent, et c'est important qu'un texte juridique puisse clairement donner certaines définitions. Je terminerai aussi en utilisant, en vous citant une dernière définition, la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre est toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée. Alors, au-delà de ces définitions, il y a une série de principes qui est extrêmement important selon moi. D'abord, il y a un premier principe qui est le principe de non-discrimination. La mise en œuvre de la Convention doit être assurée sans discrimination aucune fondée, notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, l'état de santé, le handicap, le statut marital et finalement le statut de migrant ou de réfugié ou toute autre situation. Si j'ai lu dans son entièreté cette clause antidiscrimination, c'est que contrairement à d'autres, les derniers termes de cette définition sont extrêmement importants, notamment pour les organisations ou les organisations qui travaillent pour le droit humain des femmes migrantes. Il y a également un autre principe qui est le principe de diligence voulue. Alors c'est un principe qui existe dans différents textes, mais qui est important en ce sens que ce que cela veut dire, en gros, c'est que les États sont responsables de l'application de cette convention, et même s'il n'y a pas une obligation de résultat, il y a une obligation de moyens. À savoir, si on estime que les États n'ont pas mis les moyens suffisants, et par moyens, dans le rapport explicatif de cette convention, on peut entendre que ce sont tous les moyens politiques et financiers, les moyens humains, on pourrait tenir pour responsables les États membres qui ont signé cette convention. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les articles parce que c'est une convention de 80 articles, elle n'est pas très grande. Vous pouvez la télécharger sur le site du Conseil de l'Europe et je vous dis, il y a un rapport explicatif article par article qui vous explique comment interpréter et comment mettre en application cette convention. Simplement vous dire que, comme beaucoup de conventions du Conseil de l'Europe, elle est divisée, elle suit ce qu'on appelle les 3 P, qui sont la prévention des violences. Il y a toute une partie, des chapitres qui sont consacrés à la prévention des violences. Deuxième chapitre qui est consacré à la protection des victimes de violences. Et dans cette convention sont considérées comme victimes principalement les femmes et les jeunes filles, mais également les enfants. Et c'est important de le dire, on reconnaît que les enfants sont également victimes. Il n'est pas besoin qu'ils aient été eux-mêmes des victimes directes de la violence, mais des victimes indirectes aussi sont des victimes, et donc des mesures sont à prendre aussi pour
protéger et soutenir ces enfants. Des poursuites à l'égard des auteurs. Et finalement, il y a un chapitre qui est nouveau dans ce type de convention qui concerne les politiques intégrées. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de politique intégrée? Eh bien, en fait, on va insister sur la nécessité de travailler à tous les niveaux de pouvoir, avec toutes les forces vives, je dirais, qui travaillent en matière de violence, c'est-à-dire les pouvoirs politiques, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, et en Belgique, ça fait plus de sens puisqu'on a une lasagne avec différents nouveaux pouvoirs, du communal, du local au fédéral. Toutes les forces doivent se mettre à travailler en associant pleinement la société civile et en particulier les associations et les ONG de défense des droits des femmes et qui travaillent sur cette question des violences. Vous allez me dire, il est contraignant, mais comment est-ce qu'on va vérifier que les États signataires, et la Belgique est signataire depuis 2012 et a ratifié en 2016, eh bien, il y a un mécanisme de suivi qui repose sur deux piliers. D'une part, vous avez un groupe d'experts qu'on appelle le Grevio, qui sont des experts. Au début, c'était des expertes. Maintenant, on a introduit des hommes dans ce groupe, qui sont des expertes, qui sont choisis pour leur connaissance en la matière, qui sont chargés de vérifier la mise en œuvre au niveau national de la Convention. Alors, elle vérifie cette mise en œuvre par une visite d'évaluation dans chaque État membre et elles vont rencontrer lors de ces visites les associations de terrain et les autorités bien évidemment et elles ont une large manœuvre pour ultérieurement faire une série d'enquêtes, demander des compléments d'information et venir dans le pays chaque fois que ce sera nécessaire. Et le deuxième pilier est constitué par les États membres qui ont signé cette convention, puisque les États sont obligés à remettre un rapport sur leur mise en œuvre, et la Belgique a remis son rapport sur cette mise en œuvre en février 2019. Et ce qui est intéressant aussi, comme dans toutes ces conventions internationales, toujours les processus d'évaluation sont souvent ouverts à la société civile. Et donc, on a utilisé cette possibilité qui nous était faite de présenter un rapport alternatif. Alors, effectivement, nous avons introduit, la Voix des femmes a répondu à l'appel à projet Alter Égal en 2017 sur le droit des femmes et l'intégrité physique et psychique, et nous avions obtenu un subside pour réaliser notre projet, qui était un projet de rapport alternatif à la mise en œuvre par la Belgique de la Convention d'Istanbul. Alors, les objectifs qui étaient mentionnés dans cette demande, notamment, je n'ai pas tout repris, c'était d'établir un état des lieux de la situation réelle en matière de violence entre les femmes et sur base duquel pourraient être élaborées des politiques mieux ciblées, plus efficaces, inscrire l'élaboration du rapport alternatif dans une initiative globale de sensibilisation et de mobilisation de la société civile et de l'opinion publique, et d'utiliser le rapport alternatif et ses recommandations comme un outil de lobbying et de plaidoyer, et de renforcer le dialogue partenariat entre la société civile et les autorités et pouvoirs publics. Donc voilà, je pense qu'on a bien répondu à ces objectifs. Alors, nous avons obtenu ce subside et très rapidement, nous avons invité d'autres organisations à se réunir avec nous autour d'un comité de pilotage. Et très rapidement, on s'est mis d'accord sur un échéancier et sur un mode de recueil des données. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rédigé un questionnaire qui suivait la trame de celui qui était envoyé aux États membres. Donc, il était disponible sur le site du Conseil de l'Europe. Et donc, nous avons décidé de prendre contact avec l'ensemble des organisations de terrain via l'organisation de tables rondes sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est comme ça que, dans le même temps, nous avons décidé de lancer cette coalition Ensemble contre les violences qui ont faites aux femmes, dans l'idée qu'elles soutiennent les recommandations qui émergeraient à la fin de ce rapport alternatif. Donc, et par ailleurs, du côté néerlandophone, nous avons pris également contact avec le Vrouwenraad, qui est une association coupole
d'associations de femmes en Flandre pour qu'elles participent avec nous à ce rapport. Et donc, très rapidement, même si c'était financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le rapport avait une visée nationale. Et donc, nous avons organisé une première table ronde à Bruxelles en décembre 2017 et d'autres réunions étaient organisées en Wallonie. Et donc, on a contacté les plateformes provinciales de lutte contre les violences pour qu'elles nous aident à organiser ces rencontres. Et donc, une première série de tables rondes a consisté à présenter la Convention d'Istanbul, ses enjeux, la procédure du Grevio et inviter ceux et celles qui le souhaitaient à remplir le questionnaire et à nous donner des informations et à rejoindre la coalition, évidemment. Une seconde série de tables rondes a été organisée en juin 2018 afin de présenter les principales conclusions du rapport, de permettre aux contributeurs et contributrices de les commenter et de les informer des suites données au rapport. Au total, 14 tables rondes ont été organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles et une table ronde a été organisée du côté néerlandophone. Et donc, au total, on a plus de 50 organisations, plateformes qui ont contribué à ce rapport. Et donc, la compilation de ces différentes contributions a donné lieu à un document très dense et dont la lecture n'était pas particulièrement aisée. Toute une série de personnes se sont proposées pour lire avec nous ce rapport et nous aider à l'affiner, à le corriger éventuellement, etc. Et finalement, une fois que cette relecture a été faite, nous avons décidé avec une série d'organisations, dont les 3 organisations ici autour de la table et d'autres qui se sont jointes, en plus petit comité, de relire tout ce document pour le retravailler et de pouvoir rassembler les recommandations qui émergeaient de ce document. Alors nous avons fait le choix d'avoir une lecture féministe de ce document et que ces recommandations aient aussi une approche féministe et donc finalement on a eu ce document qui fait un peu plus de 100 pages qui reprend évidemment les membres de la coalition, un petit résumé. On a extrait les 10 recommandations principales à faire circuler auprès du politique et présente la méthodologie et il est composé de 6 chapitres. On a essayé, pour faciliter les choses, de se calquer un petit peu sur ceux de la Convention d'Istanbul. Donc on a un chapitre évaluation des politiques intégrées, collecte de données, prévention, protection et soutien, droit matériel, enquête poursuite, droit procédural et mesures de protection, migration et asile. J'ai oublié de vous dire, évidemment pour nous l'enjeu c'était ce chapitre-là, migration et asile, parce qu'il n'est pas fréquent de voir un chapitre entièrement consacré aux violences faites à l'égard des femmes migrantes. Et donc finalement, on a un chapitre 7, qui est un chapitre qui reprend des thèmes qui ne sont pas directement abordés par la Convention d'Istanbul, mais pour lesquels nous avions reçu des contributions. C'était aussi des questions qui ne faisaient pas toujours l'unanimité au sein du groupe, mais nous avons décidé de mettre les contributions dans ce chapitre. Ça reprenait des thèmes tels que la question des Family Justice Centers, la prostitution et les violences sexuelles, la nécessité d'avortements sûrs et légaux, les violences gynécologiques et obstétricales. Chaque chapitre contient également toute une série de recommandations. Et pour parler... Ah oui, dire un dernier mot. Une fois que le rapport a été fait, chaque organisation s'est appropriée de ce rapport et il a été circulé, distribué très largement tant au sein de l'associatif que du monde politique. Et je dois dire que, voilà, il a quand même suscité, je crois, pas mal d'intérêt et qu'un certain nombre de rencontres avec le politique ont déjà eu lieu, puisque nous avons rencontré le cabinet de Mme Nawal Benamou. Demain, nous rencontrons Mme Lina et la semaine prochaine, nous allons rencontrer Mme Montréal exclusivement sur cette question. Nous sommes également auditionnés par la Chambre des représentants, un comité d'avis. Et donc, voilà, et ça a fait son chemin. Et je ne peux vous inviter qu'à vous approprier de cet instrument, de ce rapport. C'est le rapport, c'est le rapport de toutes, et de le rendre vivant. Alors, une dernière chose. Nous avons
rencontré le Grevio. Ce comité d'experts est venu, j'ai oublié de vous le dire, au mois d'octobre dernier. Après avoir remis nous-mêmes ce rapport en février, après que le rapport officiel était rendu, nous étions en contact avec le Grevio pour leur dire que nous étions intéressés de les rencontrer. Et nous avons travaillé avec elle à la préparation de cette rencontre. Ils sont venus une semaine en Belgique. Les 7 et 8 octobre, il y a eu 2 tables rondes consacrées à un échange avec des associations de terrain. La première journée avait une portée plus générale sur toute la Convention. La deuxième a porté plus exclusivement sur la question des femmes migrantes. Et donc, voilà, nous avons eu des échanges, tu pourras en toucher un mot, je pense assez fructueux avec les représentants du Grevio qui étaient là. Et donc, nous attendons les recommandations du Grevio fin de l'année. Et ce sera une étape extrêmement importante puisqu'il y a obligation, c'est inscrit noir sur blanc dans cette convention, de soumettre ces recommandations au Parlement national quand il y en a un. Ici, nous en avons plusieurs. Donc, nous travaillerons effectivement à ce que ce rapport, ces recommandations faites par le Grevio, soient discutées par les différents parlements ici en Belgique. Merci. Oui, alors donc moi je viens de l'association Garance, qui est une association de prévention des violences basées sur le genre. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc dans ce que je vais dire, je vais un peu plus insister sur tout ce qui concerne la prévention, justement, parce que c'est souvent un grand absent des politiques et c'est un peu absent aussi, enfin, c'est peut-être un peu sous-estimé même dans la Convention d'Istanbul. Donc, j'en dirai quelques mots à la fin. Alors, ce dont je vais vous parler, effectivement, je vais reprendre les 10 recommandations principales. Donc, je ne vais pas parler des autres. Hein. On peut lire l'ensemble du rapport sur Internet. Mais donc, je vais parler des 10 recommandations principales du rapport alternatif. Je vais faire un petit rapprochement avec ce que le Grevio a fait comme rapport pour la France. Et on voit qu'il y a des rapprochements à faire et c'est assez intéressant de voir que finalement, le Grevio ne se contente pas d'écouter, mais nous entend aussi. Et effectivement, les échanges ont été très, très riches et très intéressants. Mais je vais peut-être commencer par dire pourquoi il était nécessaire de faire un rapport alternatif. Donc il y a eu un rapport officiel qu'on peut aussi trouver sur Internet de la Belgique, qui a été fait par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui pour nous pose quand même plusieurs problèmes. Alors c'est vrai que la Belgique étant ce qu'elle est, institutionnellement, avoir un organe de coordination, c'est évidemment encore plus indispensable que dans d'autres pays. Justement, avec tous les niveaux de décision, de compétences, je crois vraiment que c'est très difficile de s'y retrouver quand on essaye vraiment de lutter sur un sujet comme les violences. Eh bien, il y a des compétences qui sont à tous les niveaux, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau régional qu'au niveau des communautés. Donc, un organe de coordination, c'est indispensable. Le problème, c'est que l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est son manque d'indépendance. Donc, c'est un institut qui est quand même lié au ministre, enfin, c'est pas ministre, c'est secrétaire d'État à l'égalité des chances, qui ces dernières années ont été 2 NVA. Donc il y avait Elke Sleurs et ensuite Zoualdemir. Je crois que je n'ai pas besoin de faire un dessin pour vous dire que la NVA, ce n'est pas vraiment le parti qui est le plus progressiste en matière de droits des femmes. Donc déjà, il y a le manque d'indépendance. Ensuite, c'est d'ailleurs lié à ça, les finances de l'Institut ont été fortement rabotées. Et donc l'Institut qui pouvait, de son côté, financer une série d'associations de terrain, eh bien, il n'a plus pu le faire. Donc là aussi, il y a un manque de moyens qui fait que le boulot qu'il fait est encore plus restreint qu'avant. Et le troisième point, qui est peut-être pour moi le plus important, c'est que l'Institut, malheureusement, manque totalement, enfin pour moi totalement, disons, manque un peu, soyons nuancés, d'analyse de genre. Et l'exemple que je donne d'habitude, qui est quand même énorme, c'est que l'Institut a cofinancé et coproduit une brochure sur le viol, dont le titre était « Le viol n'a pas de sexe ». Donc aussi bien la brochure que il y avait une petite vidéo qui accompagnait,
partait de l'idée que aussi bien les hommes que les femmes pouvaient être auteurs, autrices et victimes. Ce qui montre quand même sur un sujet comme le viol qu'il n'y a vraiment pas d'approche de genre, alors que comme disait Maria, justement ce qui est important dans la Convention d'Istanbul, c'est que pour une fois, l'approche de genre est vraiment mise en avant, puisque c'est le premier point d'ailleurs de la Convention. Donc vraiment pour nous, le rapport officiel était quelque chose qui de toute façon allait être insuffisant. Alors quand on le lit en plus, on voit que c'est vrai, il y a aussi une centaine de pages, hein, c'est aussi long que le nôtre, mais ce que l'Institut reprend, c'est une série de mesures absolument sans aucune coordination entre elles. Donc aussi bien des campagnes dites de sensibilisation, comme un affichage dans le métro, que des petites actions qui sont faites plic-ploc un peu partout. Alors, ce n'est pas la même chose du côté francophone et du côté flamand, et il n'y a aucun lien entre les différentes actions qui sont expliquées. Enfin, on parle de mesures, moi je parle parfois aussi de mesurettes, hein, et en fait, ça fait 100 pages, effectivement, donc on peut dire la Belgique fait quelque chose, mais est-ce qu'elle fait quelque chose qui est coordonné? Est-ce qu'elle fait quelque chose d'efficace? Et c'est un peu de là aussi qu'est partie la volonté de faire un rapport alternatif qui, lui, allait se pencher vraiment sur ce qui se faisait, mais surtout aussi sur les manquements, donc sur ce qui ne se faisait pas. Voilà. Donc on est parti de là pour... alors je n'ai pas l'habitude de travailler sur ordinateur, mais j'ai une imprimante qui a décidé que l'obsolescence programmée, c'était aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous parler des recommandations du rapport alternatif. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Grevio, apparemment, est passé en France avant de passer en Belgique. Ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes experts hein, qui passent. Et le rapport du Grevio pour la France vient de sortir, justement. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce que le Grevio a entendu dans ce qui lui a été dit en France et quel est le rapport que ça peut avoir avec nos recommandations à nous. Et la bonne nouvelle, en fait, bon, ça date vraiment de quelques jours, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de rapprochements qui nous laissent espérer que les recommandations que nous avons avancées vont être vraiment écoutées, pas seulement entendues, mais aussi écoutées. Alors, c'est quoi ces recommandations? Je reprendrai la France après. Alors, je suis obligée de vous les lire hein, pour ne pas les déformer, mais je vais faire peut-être un petit commentaire sur certaines. Alors, premier point, qui est quand même un point fondamental, qui est le fait de consacrer un budget spécifique à hauteur de 2% du produit intérieur brut pour la mise en œuvre du plan d'action national contre les violences à l'égard des femmes. Il y a donc tous les 5 ans un plan d'action national qui est mis en place au niveau de la Belgique, mais le problème, c'est que il manque cruellement de moyens. Alors on sait qu'en Belgique, tout manque de moyens. C'est vrai, alors les hôpitaux manquent de moyens, la justice manque de moyens, la police manque de moyens. Mais bon, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait vraiment un budget spécifique parce que c'est presque impossible de savoir, lorsqu'on regarde les budgets, à tous les niveaux, c'est impossible de savoir combien d'argent est réellement consacré à une lutte qui a été à un certain moment présentée comme prioritaire. Elle n'est plus en principe, mais enfin bon... Même quand elle est prioritaire, eh bien, on ne sait pas combien d'argent y est consacré. Or, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand même essentiel. Et donc, on demande 2% du produit intérieur brut, clairement, pour la mise en œuvre du plan d'action national. Et on veut que ce plan et la ventilation du budget, parce qu'il faut aussi voir qu'est-ce qu'on fait de cet argent, qui doivent être décidés en fonction des besoins, de manière transparente et coordonnée, alors, entre la société civile et les pouvoirs publics. Donc la société civile puisse aussi intervenir à ce niveau-là. Et nous demandons là-dedans aussi que les associations de terrain aient un financement structurel, parce que s'il y en a parmi vous qui travaillent dans des associations, vous devez savoir que même si on a un budget, mais qui n'est pas spécifique aux problèmes de violence, le plus souvent, ça fonctionne par subside qu'on doit redemander chaque année. Et finalement, on passe 3 mois à faire une demande et 3 mois à faire le rapport pour justifier la demande. Et le reste du temps, on peut peut-être travailler avec ce qu'on reçoit comme argent. En sachant en plus que la lutte contre les violences, c'est vraiment quelque chose qui doit être dans le temps
ce ne sont pas des mesures qui durent 1 an, quelques mois. Ça doit durer dans le temps. Et pour durer, eh bien, il faut avoir un financement qui dure lui aussi. Or, ça, c'est vraiment pas possible d'en faire. Et j'en reparlerai quand je parlerai de prévention. Donc, premier point, un budget spécifique. Si on obtient ça déjà, ce serait bien parti. Deuxième point, créer un centre autonome d'expertise sur les violences à l'égard des femmes, qui serait composé d'associations féministes, de services spécialisés et de centres universitaires. Ce centre doit permettre de récolter des données, mener des recherches et coordonner des formations, en garantissant une lecture genrée et intersectionnelle des violences. Alors, si on demande ça, de nouveau, c'est la volonté que les associations féministes soient impliquées dans tout ce qui est lutte contre les violences. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, la récolte des données, c'est fou, hein, quand vous voyez le nombre de féminicides, alors c'est quelque chose de tout à fait, je dirais, objectif. Hein, je veux dire, pour les violences conjugales, pour les viols, on dit les femmes ne portent pas plainte. Donc il y a des estimations. Il faut faire des recherches et des études pour savoir combien il y en a. Mais des féminicides, ce sont des femmes qui meurent. Donc ça devrait au moins être un chiffre facile à trouver. Eh bien non, en fait, le nombre de féminicides en Belgique, si on les a, et on n'est pas sûr qu'on n'en a pas raté, c'est en fait un groupe de femmes, et surtout une, qui regarde la presse et qui reprend ce qui est annoncé dans la presse. C'est dire qu'il n'y a absolument aucune volonté de mettre en avant des données objectives. Alors c'est dire que si même pour les féminicides on n'a pas ces données, il ne faut pas demander pour d'autres violences qu'on ne les a pas, tout simplement. Donc pour nous, il est essentiel qu'il y ait une possibilité d'avoir ces données-là et d'avoir aussi des études universitaires pour les autres points, là où il n'y a pas vraiment, où les données sont plus difficiles à trouver. Donc, deuxième point, un centre autonome d'expertise. Troisième point, développer une politique globale et coordonnée de prévention primaire qui traverse tous les niveaux et domaines de compétences. Alors, la prévention primaire, on appelle prévention un peu de tout. Hein. Une prévention primaire, c'est la prévention avant que les choses n'arrivent. Alors, l'exemple qu'on peut donner, c'est par exemple, si on parle de santé, la prévention primaire, ça consiste, par exemple, en une campagne de vaccination massive. Alors que souvent, on présente comme prévention quelque chose qui est simplement le fait d'éviter des récidives. Donc, ce serait plutôt les thérapies pour qu'une maladie ne se développe pas. Donc, quand on parle de prévention primaire, ça veut dire vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour que les violences n'aient pas lieu, et pas seulement comment on peut intervenir une fois qu'elles ont eu lieu. Je reviendrai sur ce point-là. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très présent dans la Convention d'Istanbul, où il n'y a que deux points qui parlent réellement de prévention primaire. Okay. Donc, une politique globale et coordonnée de prévention primaire. C'est le point 3. Le point 4, financer la formation obligatoire et régulière par des acteurs et des actrices reconnus de la société civile et selon des critères de qualité pour tous et toutes les agents de l'État dans ces diverses institutions. Alors, c'est très important parce que les formations qui sont données actuellement, alors on parle vraiment de tous ceux et toutes celles qui ont affaire à des femmes victimes de violences. C'est aussi bien dans le domaine de la santé que la police, que la justice, que les assistants sociaux et sociales. Enfin, vraiment, ça implique énormément de monde. Alors, les formations qui sont données actuellement, ce sont des formations, pas à la base des études, mais en continu, dans les formations continues, et souvent sur base volontaire. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont déjà sensibilisées, qui viennent, et les autres ne sont pas obligés de venir. Et ce qui explique que la façon, par exemple, dont les femmes peuvent être reçues dans les différents commissariats est très diversifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des endroits où elles sont bien reçues, elles sont bien prises en charge par des personnes réellement formées, et il y a d'autres endroits où on les renvoie à la maison, tout simplement en leur disant que ça va passer, que ce n'est pas si grave. Enfin, il vient d'y avoir un rapport qui a été remis en France à la ministre. C'est affolant, quoi, le genre d'expérience que des femmes vivent lorsqu'elles vont porter plainte, et on sait que beaucoup de femmes ne vont même pas porter plainte, mais ce n'est pas ça qui va les encourager à le faire, hein, où elles se retrouvent devant plein de gens qui viennent juste déclarer la perte d'une carte d'identité ou le vol de leur voiture, où elles sont reçues parfois
même dans un local, mais avec des femmes nues au mur, c'est chouette, hein, ça met tout de suite bien à l'aise, et où il y a des policiers qui n'ont absolument aucune formation et qui vont tout simplement les renvoyer chez elles. Nous, on a eu à Garance un cas, une femme qui était allée porter plainte la nuit, elle avait été reçue au commissariat, qui a été quand même gentille, ils lui ont donné un flyer avec des numéros de téléphone d'associations qui s'occupent des violences faites aux femmes, en disant, vous pouvez les appeler. Elle a attendu 9h du matin quand les bureaux étaient ouverts et elle nous a appelés parce qu'on était les premières sur la liste apparemment. Ou les autres ne répondaient pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a eu aucune prise en charge. Et cette femme, elle avait vraiment peur de rentrer chez elle et de rester chez elle. Donc, des formations obligatoires et régulières pour toutes les personnes qui sont en contact avec des victimes. C'était le 4e point. Alors, point 5, veiller à ce que les services généraux et spécialisés soient fournis de manière à atteindre toutes les femmes, y compris les plus exclues, éloignées, vulnérables et marginalisées. Et ces services doivent être gratuits, accessibles et coordonnés. Alors, bien sûr, Maria a parlé des femmes migrantes, mais on peut penser aux femmes handicapées, on peut penser aux femmes qui sont au fin fond de la ruralité, dans la province du Luxembourg. C'est plus facile à Bruxelles, évidemment, hein, que quand on habite dans un petit village. On peut penser aux femmes dans la prostitution. Enfin, voilà, on peut penser à toute une série de personnes qui sont moins facilement accessibles. Point 6. Augmenter le nombre de places d'hébergement et de services ambulatoires. Comme vous le savez, il y a la possibilité pour des femmes victimes d'être hébergées, y compris à des adresses secrètes, mais ce nombre de places est totalement insuffisant, c'est-à-dire que c'est toujours complet. Et donc quand on a quand on veut accompagner une femme qui doit absolument être protégée, on essaye tout ce qui est possible et finalement, très souvent, on arrive à des services généraux où elle se retrouve avec des personnes qui n'ont aucune formation pour l'aider, et parfois même dans des services où il y a des hommes, quoi. Enfin, bon, c'est vraiment une insuffisance totale de places d'hébergement. Et par ailleurs, une politique de logement aussi, parce qu'on a aussi parlé de la création de logements de transit pour des femmes qui quittent leur logement. Alors, on dit beaucoup que ce qu'il faudrait, c'est que ce soit l'auteur qui doive partir et pas la femme. Mais ça pose quand même d'autres problèmes. C'est que si c'est l'auteur qui part, il connaît l'adresse, forcément. Et les femmes qui ont vraiment peur de retrouver l'homme violent sur leur chemin, elles ne veulent pas rester chez elles. Hein. Donc il y a aussi ça. Alors, ça c'était le point 6. Le point 7, créer un fonds spécifique pour les victimes de violences faites aux femmes, alimenté à la fois par un budget public, par les indemnités réclamées aux auteurs de ces violences et par des amendes infligées aux institutions qui ne respectent pas leurs obligations. Ce serait bien ça. Donc il y a aussi la question de savoir que deviennent ces femmes victimes de violences qui parfois n'ont pas de travail, qui partent avec des enfants, et même quand elles ont un travail, c'est certain qu'être victime de violences, ça n'aide pas à le garder, le travail. Comme disait un article récent à la RTBF, les violences conjugales, c'est mauvais pour la productivité. J'ai trouvé que c'était vraiment Heureusement, il y a une étude pour le dire, parce que sinon, on pouvait se douter que c'était peut-être très bon pour la productivité. Non, il y a l'absentéisme, il y a le fait aussi qu'on n'est pas bien, il y a la peur, parce que parfois le conjoint violent vient sur le lieu de travail, il y a le handicap, il y a toutes les conséquences pour la santé. Donc, effectivement, il faudrait qu'il y ait un fonds pour aider ces victimes de violences. Et alors, effectivement, le fait que ce fonds soit alimenté donc, par un budget public, mais aussi par des indemnités réclamées aux auteurs, au moins ce serait utile, enfin qu'ils ne payent pas simplement une amende, mais qu'on l'utilise d'une manière presque logique par rapport à leurs victimes. Donc, créer un fonds spécifique pour les victimes. Alors, le point 8. Élaborer une loi cadre relative aux violences basées sur le genre qui couvre l'ensemble des violences faites aux femmes, aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé, et qui prévoit non seulement des poursuites judiciaires contre des auteurs, mais aussi des mécanismes de protection, de soutien et de réparation pour les victimes, ainsi que des mesures de prévention de ces violences. Alors c'est vrai que l'un des slogans
des féministes maintenant, c'est de mettre fin à l'impunité. C'est vrai que l'impunité est énorme pour tout ce qui concerne les violences faites aux femmes. Mais le but n'est pas simplement de, alors je mets des guillemets autour, de punir. C'est très important de voir comment est-ce qu'on peut essayer de réparer. Alors, punir, bien sûr, les auteurs, il faut les mettre parfois à l'écart, tout simplement pour les empêcher de nuire. Mais le but n'est pas de punir. Et avec l'état des prisons actuellement en Belgique, on peut penser que mettre encore plus de gens en prison, ce n'est pas ça qui va améliorer les choses. Ces auteurs, ils vont sortir et ils ne vont pas sortir dans un meilleur état que quand ils sont entrés. Donc, il y a toute une série d'autres mesures qui seraient absolument indispensables à prendre. Donc, une loi cadre aux violences basées sur le genre. C'était le point 8. Le point 9, garantir un accueil, une protection et un suivi adéquat des victimes, ainsi qu'un suivi effectif des plaintes, par la police en particulier, et de façon générale, par tous les services judiciaires. Il y a quand même beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite, le classement vertical, comme on dit. Par manque de moyens, parce qu'on considère que ce n'est pas une priorité, il y a largement ça. Si vous vous souvenez, à un certain moment, à Bruxelles, il avait été décidé que les plaintes pour harcèlement étaient classées d'office. Parce qu'il n'y avait pas les moyens de les suivre, tout simplement. Ce qui est quand même grave. Alors, on pousse les victimes à aller porter plainte en sachant que leur plainte ne sera pas prise en compte, ce qui est quand même assez contradictoire. Et enfin, le point 10, garantir un titre individuel de séjour et une protection à toutes les femmes migrantes, quelle que soit leur situation en matière de séjour lorsqu'elles sont victimes de violences. Alors, il faut savoir que, déjà en Belgique, comme les lois contre les migrants deviennent de plus en plus dures et sévères, avant, il fallait qu'une femme arrivée par regroupement familial reste 3 ans avec son mari avant d'avoir droit à un droit de séjour individuel. Ça a été prolongé à 5 ans. Vous imaginez une femme victime de violence qui doit rester pendant 5 ans avec un conjoint violent, parce que sinon elle a peur de se faire expulser. Alors c'est vrai que si elle porte plainte, elle peut être protégée, mais ça c'est très théorique. Et quand on travaille avec des femmes migrantes, on sait très bien qu'elles ont peur et on comprend qu'elles ont peur. Parce que ce qui se passe, c'est que si elles quittent le domicile, le conjoint violent va les dénoncer à l'Office des étrangers avant même qu'elles aient pu porter plainte. Et du coup, elles sont soupçonnées de porter plainte uniquement parce qu'elles veulent rester dans le pays. Et il faut encore que la plainte soit reconnue comme telle. Et comme je vous avais dit, elles ne sont déjà pas reconnues pour des personnes, enfin des autochtones. Donc pour des migrantes, encore moins. Donc il nous paraît vraiment fondamental que ces femmes-là puissent être protégées, c'est parmi les plus fragiles. Et en plus, dans les centres d'hébergement, des femmes sans papier, elles ne comptent pas, donc ces centres sont subsidiés. Mais des femmes sans papier, elles ne rentrent pas dans le compte. Donc ça veut dire que les subsides ne comptent pas pour elles, ce qui est fou, quoi. Donc ça veut dire que si on les protège, il faut trouver l'argent ailleurs que dans les subsides reçus par les autres. On peut de moins en moins les prendre. Ouais. Il y a quelques années, trouver encore de la place. Maintenant, ça devient extrêmement difficile. Voilà, comme il n'y a déjà pas assez de place comme ça, donc on trouve encore moins de places supplémentaires. Donc il y a le point sur les femmes migrantes, comme disait Maria. Alors, voilà, sur ces 10 points, je me suis... amusée, c'est beaucoup dire. Je me suis intéressée au rapport du Grevio en France, parce qu'il y a une série de points qui recoupent en fait nos recommandations, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que le Grevio écoute. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour la France, les expertes soulignent l'insuffisance des dispositifs d'hébergement spécialisés destinés aux femmes victimes de violences. C'est notre point 6. Voilà, donc en France aussi, il n'y a pas suffisamment de place. Et le Grevio insiste sur le fait que pour appliquer la Convention d'Istanbul, il faut qu'il y ait suffisamment de place. Alors, je vais vous prendre un autre point qui va vous rappeler quelque chose qu'on vient de dire. Le Grevio encourage les autorités françaises, alors là, je vous lis textuellement, à fournir aux femmes étrangères victimes de violences, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint, des moyens de sortir de ces situations. À cette fin, les autorités doivent prendre les mesures nécessaires afin d'optimiser ce traitement des demandes visant l'octroi d'un tel permis, en développant davantage des orientations de politique générale. De politique générale, ça peut être par exemple la durée de séjour d'ailleurs, et des lignes directrices, et en assurant la sensibilisation et la formation continue du personnel concerné. Bon, ça c'est un langage plus administratif, mais ça veut dire en clair que le Grevio encourage les autorités, à mon avis il fait plus qu'encourager, je crois qu'il doit leur donner l'ordre aussi, de prendre en compte les violences subies par les femmes étrangères,
quel que soit leur statut. Donc aussi, celles qui sont sans papier, c'est qui est quand même quelque chose de fondamental. Ça rejoint notre 10e point. Et alors, il y a aussi d'autres points. Par exemple, le Grevio demande à la France d'accroître les budgets, ça rejoint notre point 1, mais aussi de les coordonner, parce que c'est d'accroître aussi la visibilité de ces budgets, de savoir qui fait quoi, qu'est-ce qui coûte quoi, enfin, à quoi est dépensé cet argent-là. Par exemple, le Grevio recommande à la France de renforcer la coopération avec les associations par la mise en place de politiques, dans la mise en place des politiques, mais aussi des évaluations. Parce que c'est vrai que ce qui manque aussi très fort, c'est qu'il y a des mesures qui sont prises, mais qui ne sont jamais évaluées. Donc on ne sait pas si elles sont utiles, si elles sont efficaces, on n'en sait rien. On prend une mesure, on l'applique, on n'évalue pas, et puis on prend une autre mesure qu'on n'évaluera pas non plus. Donc d'évaluer et avec les associations. Et enfin, il y a un point aussi sur l'effort accru dans la formation des professionnels, ce qui est aussi un des points sur lesquels nous, on a beaucoup insisté. Donc une formation dès le départ, dès le moment des études, et pas seulement en formation continue. Donc ce rapport du Grevio, que vous pouvez aussi trouver sur Internet, est très encourageant pour nos propres recommandations, parce qu'on a vraiment eu l'impression que les 2 expertes qui étaient là nous écoutaient, étaient vraiment très attentives à ce qu'on disait, et là on a vraiment l'espoir que ça va apparaître dans le rapport qu'elles feront elles-mêmes pour la Belgique. Alors, un dernier point sur lequel je voulais insister, qui est donc la question de la prévention. Je vous ai dit que la prévention primaire, ce n'était pas le fait simplement d'éviter la récidive, mais que c'était d'éviter que des violences aient lieu. Alors, la Convention d'Istanbul est déjà assez discrète là-dessus. Il y a juste 2 articles, les articles 12 et 14, qui parlent de mesures réellement de prévention. Et on a toujours, donc, comme Garance travaille dans la prévention donc dans la prévention primaire, on a toujours beaucoup insisté justement sur les problèmes du fait qu'il y a pas de compétences ministérielles dédiées. Il n'y a rien sur la prévention. Il n'y a pas de financement spécifique pour les questions de prévention. Et même quand il y a un financement, ce n'est pas un financement qui est pérenne, donc c'est chaque fois sur des projets. Et il y a une chose peut-être sur laquelle on pourrait insister, c'est qu'il y a une enquête européenne qui a démontré qu'1 euro investi dans la prévention des violences se traduit en 87 € d'économie directe des dépenses des pouvoirs publics. Alors je sais que quand on parle de cette façon-là, c'est toujours de dire oui, mais c'est juste pour des questions d'économie ou d'argent. Mais ça peut être utile pour être entendu par les politiques, que c'est quelque chose qui rapporte, que investir dans la prévention, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui rapporte. Alors bien sûr, il y a en plus tout ce que ça rapporte en matière, en bien-être pour la population, bien sûr, aussi. Et alors, il y a un dernier point que je voudrais souligner, c'est l'importance qu'il y aurait de travailler avec les garçons et les hommes pour diminuer la violence. Or, pour ça, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de subside, et c'est extrêmement difficile à mettre en place. Si vous allez sur le site de Garance, il y a un onglet pour les hommes. Alors, parfois, il y a des hommes qui nous téléphonent en disant « Et il y a quoi pour les hommes ?» Alors, ce n'est pas pour apprendre aux hommes à se défendre, hein. C'est pas ça la question. Mais faire un travail de prévention avec les garçons, avec les hommes, eh bien, c'est pratiquement impossible à mettre en place. Donc, on a un onglet sur le site, mais pour le moment, notre travail se limite à un onglet sur le site. Je reconnais que ce n'est pas grand-chose. Mais vraiment, si on veut diminuer les violences faites aux femmes, il y a aussi un travail à faire avec les hommes. Voilà. Ajouter quelque chose ? Merci beaucoup Irène, merci Maria pour cette présentation. Peut-être avant de vous passer la parole pour les questions et puis les débats avec vous, c'est important aussi qu'on échange, peut-être vous dire juste un petit mot sur l'écho qu'on a pu avoir jusque maintenant de la part des gouvernements. Donc vous avez bien vu qu'un des objectifs, c'était évidemment de faire le rapport alternatif avec des recommandations, mais aussi de faire du lobbying, parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, on puisse influencer les pouvoirs en place. Maria vous a dit aussi qu'il y avait une série de rendez-vous qui sont pris, certains ont déjà eu lieu avec les ministres qui sont compétentes. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a en fait 3 ministres qui sont compétentes en termes de droits des femmes et d'égalité des chances. Mais la question des droits des femmes, et
est devenu une évidence, parce qu'il faut quand même se le redire. Ça n'a pas toujours été comme ça, parce que la question des droits des femmes, quand on en parlait il y a 4 ans, 4-5 ans, quand on revendiquait le ministère des droits des femmes, on nous disait « vous exagérez, c'est un retour en arrière, si maintenant on doit parler des droits des femmes, on va revenir sur cette notion d'égalité des chances ». Et donc, voilà, on s'est un petit peu battu pour mettre sur la place publique la question des droits des femmes parce qu'elle dit quelque chose des lacunes de la société. Et je pense que ça s'est gagné parce qu'aujourd'hui, on a des ministres qui se revendiquent féministes et des droits des femmes. Alors, on n'a pas encore répondu à toutes nos revendications en disant ça, mais c'est une nouveauté. Alors, il y a au niveau des entités fédérées, les gouvernements se sont déjà mis en place suite aux élections. Il faut savoir que pendant la campagne électorale, on a fait du lobbying, mais vraiment du vrai lobbying, c'est-à-dire on a mis en avant nos revendications. Et puis pendant les périodes de négociation, c'est-à-dire dans le cadre du fameux coquelicot, etc., donc quand il y avait des négociations pour mettre en place les majorités, on a fait passer toute une série de revendications. Eh bien, nous, on était étonnés de retrouver après, dans les déclarations de politique gouvernementale, que ce soit de la région bruxelloise, de la région wallonne ou de la Fédération de Bruxelles, texto ce qu'on avait fait circuler comme texte. Et c'est ainsi, mais donc je ne vais pas évidemment tout vous lire, mais vous pouvez retrouver ça dans les déclarations de politique gouvernementale des entités fédérées. Eh bien, on retrouve des engagements, et donc on peut s'engouffrer là-dedans. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les rencontres se font avec les ministres, pour voir concrètement comment elles vont faire. Mais donc, les 3 entités s'engagent avec les mêmes termes à ce sujet. On va retrouver des engagements pour mettre en application la Convention d'Istanbul. Il y a même un des niveaux de pouvoir qui s'engage à mettre en application la Convention CEDEF, donc la première dont je vous ai parlé. Donc je pense qu'il y a... Ou alors les autres qui ne parlent pas de la CEDEF parlent de l'engagement pour mettre en application, mettre en application les instruments que la Belgique a ratifiés de manière un peu plus générale. Et donc, si je reviens à la Convention d'Istanbul, aux violences, par exemple, Bruxelles, ils mettent clairement qu'un plan global de lutte contre la violence faite aux femmes sera défini et mis en œuvre de façon coordonnée entre les différents départements et en concertation avec les entités fédérées. Il convient en effet de mener un travail transversal, intégral de sensibilisation, la prévention, l'accompagnement des victimes, la répression et l'accompagnement des auteurs. Alors après, on peut discuter avec eux sur les termes, parce que la répression, c'est pas comme ça qu'on en parle non plus, nous. Mais en tout cas, il y a des engagements. Et du côté de la Wallonie et de la Fédération de Bruxelles, on va retrouver, je vous lis juste un petit extrait, l'importance de mener une politique de lutte contre les violences à l'égard des femmes qui passe par des mesures urgentes en conformité avec les exigences de la Convention d'Istanbul, en lien avec les recommandations du rapport alternatif de la société civile. Donc on cite quand même la société civile dans les déclarations, et en termes donc de budget spécifique, d'accueil et accompagnement des victimes, prise en compte des femmes migrantes, services diversifiés, formation des acteurs, campagne de sensibilisation. C'est la petite synthèse qu'on avait faite parce qu'on ne pouvait pas leur retaper tout le rapport. Donc on s'est dit, s'il y a déjà des termes sur lesquels on peut s'appuyer pour leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement, c'est déjà ça. Et on va retrouver aussi une série d'engagements pour publier des données liées aux violences faites aux femmes, à mieux coordonner les actions conduites, à améliorer l'accueil des victimes des violences conjugales, à renforcer les refuges secrets pour femmes. Alors il faut savoir que ces niveaux de pouvoir, les entités fédérées, n'ont pas tous les leviers en main. Donc on attend avec impatience évidemment la mise en place du gouvernement, mais ça veut dire qu'on doit aussi faire du lobbying maintenant pour essayer de faire passer nos exigences auprès des négociateurs pour former la future coalition. Donc je voulais vous dire quand même on a été un petit peu entendu, maintenant il faut aller plus loin, et avec cette question de moyens qui est exigée d'argent pour pouvoir mener ces politiques. Parce que Irène vous a parlé des 2% du PIB. Pour la Belgique, ça fait 9 milliards d'euros. Hein. Donc je sais qu'on les effraie en leur disant ça, mais parfois ça vaut la peine de citer pour leur dire, attendez, commencez par un engagement concret, avec un budget spécifique, et puis voilà. Donc c'était pour vous dire qu'on en est là aujourd'hui. Alors je tiens à souligner, parce que j'ai reçu quelques SMS de parlementaires qui sont à deux pas ici, qui comptaient venir, mais qui sont tenus par les débats en cours et qui ont pris du retard. Mais ne vous inquiétez pas, on les embêtera en dehors de ce lieu, mais ça aurait été intéressant aussi de les avoir parmi nous. Je ne sais pas si dans la salle... dit Leïla. Voilà, Leïla. Je peux juste ajouter une chose, c'est qu'à ma grande surprise, quand Paul Magnette est venu présenter les négociations qui sont actuellement en cours, il a cité la Convention d'Istanbul. Je ne suis pas sûre qu'il sache ce que c'est,
Mais en tout cas, il l'a cité. Donc, c'était parmi les priorités, hein, enfin, les sujets sur lesquels il y avait apparemment un accord. Donc, c'est quand même bien parti là. Au moins, on le cite. On lui expliquera ce que c'est. Moi, je pense qu'il y a quelques personnes autour de lui qui ont dû lui rappeler ce que c'est que la Convention d'Istanbul. Je tiens à saluer Leïla Hagi qui est parmi nous. Et donc, Leïla Hagi, qu'on a parlé aujourd'hui dans la presse, de la mise en place d'une commission droits des femmes au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Je pense qu'elle est une des artisanes, des initiatrices. Et voilà, donc je tiens à saluer sa présence ici. Elle pourra dire un petit mot peut-être après dans le débat sur le dossier qui nous occupe ici. Voilà, je m'excuse, on m'a dit de ne pas faire ça pour la caméra, mais j'ai du mal. Donc, si vous êtes d'accord, moi, on vous passe la parole pour vos questions, pour vraiment aussi un échange avec nous. C'est ça. Donc, levez la main et je vous passe le micro. Oui? Ok. Il faut que je me déplace. Bon. D'abord, merci pour le travail. Donc, je m'appelle Magali, féministe engagée. Je travaille notamment avec des femmes migrantes, beaucoup. Mais donc, d'abord, je voulais saluer le travail incroyable qui a été fait et donc la qualité du travail associatif, comme d'habitude. Et moi, j'étais très sensible sur J'avais une question, non, 2 questions et un commentaire. Donc, la première question, c'était par rapport à la Flandre. Comment ça s'est passé la collaboration? Elles sont aussi dans un contexte hyper dur politiquement. Donc voilà, un peu, j'aurais bien voulu avoir un avis là-dessus. On voit qu'au niveau de la migration, c'est compliqué. Et qu'on a, voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un secteur associatif un peu dynamique par rapport à ces questions-là? Deuxième question, il y a une chose qui me traversait l'esprit, c'est que je pensais toujours aux femmes qui en fait traversent tous les pays, qui sont victimes de viols, de passeurs, etc. Et donc, est-ce que dans les discussions que vous avez eues, comment se pose la question de la collaboration internationale, en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été évoquées par rapport à ça ou pas? Voilà, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Aux frontières et tout ça, comment ça se passe. Et alors, moi, j'étais très sensible sur la question du budget, parce quand j'étais à Vie Féminine, à Bruxelles, on avait travaillé en 2009 sur le budget des violences, et on avait eu un mal fou. Je me souviens, on avait invité tous les parlementaires, et on leur a dit, mais dites-nous où c'est les sous pour les violences. Et on était incapables d'avoir trouvé. Donc moi, je me souviens qu'on avait analysé le budget de la région Bruxelles-Capitale, avec les femmes concernées, ou ex-concernés. Et donc, je me souviens qu'on avait trouvé le chiffre de 0,02% pour l'égalité des chances. Donc, autant vous dire que les violences, voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment hyper important. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment chouette de nommer un chiffre de 2%. Et je pense que c'est vraiment ça. Enfin, tout est important, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, en ce moment, avec les mesures d'austérité, etc., je me dis quelle stratégie on peut avancer. Parce que voilà, on fait des coupes partout, hein, donc en ce moment. Donc voilà, je trouve que comment on peut légitimer, dire bah oui, ça c'est aussi important. Voilà, donc parce qu'on a quand même un problème de restriction budgétaire. Voilà, merci. Je ne sais pas qui veut répondre, parce que sur la Flandre, je peux peut-être dire 2 mots, parce que je suis quand même en contact avec des associations flamandes. Et le jour où on a rencontré le Grevio en octobre, c'était vraiment le moment où le nouveau gouvernement flamand a été mis sur pied. Et nos camarades flamandes étaient vraiment assez désespérés, c'est ce qu'on peut dire. On leur disait même pendant la pause qu'on allait leur donner l'asile, parce que elles nous disaient en fait qu'elles pensaient qu'elles allaient devoir travailler purement bénévolement, parce qu'il y a des restrictions qui sont énormes du côté flamand. Vous avez sans doute entendu la restriction de 60% sur le budget de la culture. Enfin, c'est fou, quoi. 60%, c'est pas une diminution d'1%, quoi. C'est 60%. On coupe la culture. La VRT, on sabre dedans. Et il y avait un texte de la NVA qui proposait carrément de couper toutes les subventions à toutes les associations qui étaient basées sur une conception de vie. Entre parenthèses, c'est une conception de vie qui n'était pas celle de la NVA, je suppose. Hein. Mais donc, tout ce qui était associatif par rapport aux migrants, et c'est un milieu associatif très, très vivant en Flandre,
Le Minderheids Forum, qui regroupe une vingtaine d'associations quand même pour les migrants, a perdu complètement ses subsides. Et alors évidemment, les associations féministes, on ne va pas les rater non plus. Hein. Donc ça veut dire qu'au niveau de la Flandre, c'est vraiment quelque chose qui est catastrophique. Et j'ai essayé de regarder qui avait la compétence d'égalité des chances. Dans le gouvernement flamand, il n'y a personne. Donc ils ont créé une compétence justice, alors qu'ils n'ont pas la justice comme compétence, puisque c'est une compétence fédérale, mais égalité des chances, qui serait une compétence aussi régionale, il n'y a personne. Donc du côté flamand, je crois vraiment qu'il y a des associations, qui font un travail formidable, mais qu'au niveau des moyens, en tout cas, ce n'est pas du côté flamand qu'on doit compter dessus. Donc on est assez, je crois que c'est assez inquiétant de voir. Heureusement, il y a aussi en Flandre quand même une réaction quand on voit le milieu culturel qui est en train de se mobiliser. On se dit, on espère qu'il y aura une réaction, mais pour le moment, c'est vraiment dramatique. Maria, peut-être par rapport aux autres points ou par rapport à la Flandre, je ne sais pas si oui, la collaboration. Non, je crois que je répondrai plutôt par rapport à la question des femmes migrantes. Alors, effectivement, cette question a été soulevée, notamment par les organisations qui travaillent plus avec des femmes demandeuses d'asile ou d'autres plateformes. Enfin, bon, voilà. Je sais que Médecins du Monde a présenté récemment, parce que, bon, il a présenté aussi un rapport sur ces femmes en transit, par exemple. Je sais que ces questions ont été abordées. Alors, effectivement, dans les recommandations, dans le rapport, ces organisations-là ont fait plus spécifiquement des recommandations concernant la prise en compte du genre, le problème de non prise en compte des violences à l'égard des femmes pour toutes ces femmes, parce que beaucoup devraient bénéficier de l'asile au motif des violences à l'égard des femmes, mais ce n'est pas le cas. Et donc, mais toutes ces questions-là nous renvoient aussi à un mécanisme européen aux prises de décision ou la non-prise de décision concernant un certain nombre de questions. Dubla a été évoqué, je me rappelle, dans cette réunion avec le Grevio, portant le problème de la Libye et du financement de la Libye. Enfin, il y a toute une série de questions, mais qui évidemment sont en lien avec cette convention d'Istanbul, mais disons qui n'était pas possible de traiter là. Alors, je sais qu'il y a des recommandations, nous on a dû faire des recommandations en lien avec cette convention, mais effectivement, les organisations qui ont participé à la formulation de ces recommandations doivent mettre ces recommandations dans un contexte beaucoup plus large, évidemment. Et ta dernière question concernait le budget, c'était plus un commentaire, oui, c'est ça. Voilà. Ça pourrait être un bon slogan pour le 24 novembre. Ouais. Je vais faire une pancarte, 2% du PIB pour les violences. Voilà, égale 9 milliards. 9 milliards, c'est plus contre les violences. Contre les violences. Oh, pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut une réflexion? Magnifique. Moi, c'était aussi une façon de vous remercier. C'était assez pertinent, assez riche. On en apprend toujours un peu plus avec ce type de rencontre. Moi, c'est plutôt un commentaire ou peut-être une réflexion sur la question de prévention. Qu'est-ce qu'on fait des curricula scolaires? Je pense qu'il y a effectivement des efforts qui sont faits sur l'éducation non sexiste, sur l'approche genre, mais sur la question de la prévention réelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même tester quelque chose qui pourrait rentrer dans les questions citoyennes, évidemment sur l'instruction civique? Il faudrait que les gens soient aussi sensibilisés à la question des violences. Qu'est-ce que ça peut bien apporter à une société, sur le vivre ensemble, sur la cohésion sociale, mais tout simplement aussi sur les questions de droits de l'homme et de dignité, tout simplement. Donc moi, c'est quelque chose qui de plus en plus m'interpelle et que voilà, je souhaiterais qu'on y réfléchisse aussi. Les curricula scolaires, il faut quand même les investir davantage sur les questions de prévention. Voilà, merci. Je peux juste répondre qu'au niveau de Garance, on a mis en place depuis un peu plus d'un an un projet qui s'appelle Enfant Cap, donc qui a des subsides, mais année par année, où on va dans les écoles travailler avec les enfants justement sur les questions d'égalité et de non-violence. Alors, on a une demande énorme à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas les moyens d'y répondre. Donc, on vient de former une vingtaine de personnes, de formatrices
à l'école. Mais je crois qu'il y a aussi un très très gros boulot à faire avec les professeurs, les instituts depuis la maternelle jusqu'à, je dirais jusqu'à l'université, parce qu'il y a tellement d'inégalités et de biais de genre dont ils et elles ne sont pas conscients et conscientes. Alors forcément, ça passe, c'est quelque chose qui passe avec les enfants. Or, c'est clair que c'est avec les enfants que ça doit commencer. Et plus tôt on commence, mieux c'est. Et par ailleurs, à Garance, on fait un travail avec les filles. Et là aussi, ce n'est pas du tout financé. Parce qu'en éducation permanente, on travaille avec des adultes. Alors nous, on a des projets de stage d'autodéfense féministe pour les filles à partir de 8 ans. Mais c'est sur, soit on doit faire payer le public, et ça veut dire alors qu'on exclut certaines filles, ou alors il faut que ce soit sur nos propres finances qu'on le fasse. Donc vraiment, il y a une importance et à l'école et de travailler avec des jeunes, y compris en dehors de l'école, je veux dire dans les associations de jeunes. Alors on essaye de alors à Garance on essaye de le faire, mais évidemment c'est à un tout petit niveau. Peut-être que je pourrais rajouter qu'il y a un autre niveau qui est le travail à faire avec des professionnels qui sont en contact avec, tu as dit les professeurs, je pense à un autre secteur qui est celui de la petite enfance. Alors parfois, bon, c'est des secteurs qui sont en contact avec les enfants ou avec des professionnels qui gardent les enfants, mais c'est toujours des secteurs qui sont un petit peu... ce ne sont pas des secteurs nécessairement qui vont s'affirmer comme féministes. Et du coup, même la prise de conscience de ce que c'est que les violences avec cette grille de lecture de genre, ce n'est pas quelque chose d'aussi automatique. On est en train, pour le moment, du côté du secteur de la petite enfance qui est relié à Vie féminine, qui regroupe quand même toute une multitude de types d'accueil, hein, l'accueil à domicile, mais aussi crèche, maison d'enfants, etc., pour travailler avec les professionnels, de le travailler par miroir, c'est-à-dire on travaille avec elles sur l'impact des violences sur les enfants. Et donc, du coup, ben voilà, c'est un travail qui se fait de manière indirecte pour les sensibiliser à ce que sont les violences. Et à partir des témoignages et des pratiques qui sont les leurs, où elles commencent à mettre des mots sur ce que c'est qu'une violence, de pouvoir avancer sur cette lecture genrée, mais qui quand même au-delà du genre, parce que pour moi, il y a encore une autre dimension dans la prise en compte, dans une lecture de rapport de pouvoir, c'est encore autre chose que le genre. Et donc, moi, je me dis, c'est important aussi que dans ces secteurs-là, il y ait des engagements qu'au niveau du secteur de la petite enfance, que je sais qu'on a aussi une ministre qui est fort sensible aujourd'hui à cette lecture... comment dire ça, à un travail transversal au niveau des droits des femmes et au niveau des violences, mais je me dis il faut aussi former les professionnels qui sont en contact avec d'autres professionnels. Je pensais notamment à des assistantes sociales qui travaillent chez nous, qui ne gardent pas directement les enfants, mais qui, elles, accompagnent toute une série de professionnels que sont les puéricultrices, que sont les accueillants d'enfants à domicile, et de pouvoir travailler en cascade pour quand même arriver à la fois à sensibiliser et à la fois à faire ce travail de prise de conscience dans le secteur qu'il y a aussi urgence à ce que l'ONE, par exemple, se saisisse, indique la lutte contre les violences comme étant une priorité et pas se dire ça c'est du privé, donc on ne peut pas du tout nous intervenir. Nous, on est là pour les enfants, donc on ne s'occupe pas quelque part ni de la gardienne, ni des parents. Et donc, il y a tout un travail, il y a un secteur quand même qu'il faut investir en allant rechercher tous les aspects sur lesquels on peut travailler pour sensibiliser à cette question de violence et pour pouvoir intervenir et parfois même sauver des vies, hein, parce qu'on en est là, oui. Mais... Enfin, j'ai la voix qui porte. Hein. Ah bon. Oui, je voudrais compléter ce propos-là en pensant au club de sport. Il y a quelques années, ma fille est allée à l'université d'Ottawa. Et elle était assez impressionnée parce que, par exemple, dans l'équipe de rugby, les jeunes garçons, les jeunes filles avaient des formations où on mentionnait la violence, les discriminations, qu'est-ce que c'est le consentement. Et donc, dans tous les clubs de sport de Belgique, quels qu'ils soient, c'est l'occasion aussi de faire un travail à ce niveau-là parce qu'on sépare les garçons des filles. Il y a des sports qui sont soi-disant uniquement masculins à tous les niveaux. Donc, c'est un petit peu pour compléter ton propos par rapport
justement à la petite enfance. Madame vient de mentionner l'éducation à l'école. Il faut le faire même dans tous les clubs sportifs et ça doit être obligatoire. Comme pour les inspecteurs de police, il y en a quelques-uns qui sont des inspecteurs des mœurs, il faudrait que tous aient une formation de basique. C'est un petit commentaire en plus. Ben oui, enfin, moi, je vais compléter en fait de nouveau. À partir du moment où on reconnaît que ces violences sont structurelles, que c'est systémique, que c'est tout le système. Et tout système, c'est tous ceux qui travaillent, c'est nous, c'est les parents, c'est l'école, c'est les institutions, c'est tous les niveaux de pouvoir. Alors on va voir effectivement l'école, parce que souvent c'est à l'école, mais c'est les gardiens de rue, c'est l'école, c'est toutes les structures d'un pays, d'un État. Et c'est tout un changement de mentalité, d'où la difficulté. Alors on essaye de comment, mais en fait il faut recommencer. Voilà, je veux dire, alors qu'on rentre par une porte ou par l'autre, mais c'est effectivement une prise en compte au niveau d'abord des autorités, mais qui doit percoler partout et que ça se fasse de manière pas. Alors c'est difficile de parler. Obligatoire, c'est compliqué de dire ça, surtout dans l'enseignement, surtout dans un pays où il faut rien obliger. Je veux dire, les circulaires contre les violences, c'est pas obligatoire. On utilise beaucoup. Alors c'est très bien le compromis, etc. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire qu'il y a des choses qui ne sont plus tolérables. Il y a des choses auxquelles il faut s'attaquer de manière déterminée. Et je veux dire, on n'a plus à transiger avec ça. Ce sont tous les jours, on est en train de violer les droits fondamentaux des femmes. Et c'est inacceptable. Alors, effectivement, il faudra d'abord que cette reconnaissance-là soit faite au plus haut niveau et qu'on se donne les moyens et puis qu'on réfléchisse ensemble sur les différents canaux à utiliser. Mais, in fine, ce qu'il faut, c'est un changement de mentalité le plus large possible. Dans le rapport français, je voulais juste ajouter une chose parce que je n'en ai pas parlé parce que ça ne recoupe pas tellement des recommandations que nous on a pu faire. Mais il y a un point que je trouve vraiment fondamental et ça m'a fait du bien de lire ça. Donc de la part du Grevio, c'est pas les associations qui ont demandé ça. C'est une mise en question de ce fameux syndrome d'aliénation parentale qui est en train vraiment de faire des ravages. Donc c'est vraiment l'idée que les parents, enfin le parent coupable c'est la mère bien sûr, qui dressent les enfants contre le père en leur faisant prétendre qu'ils ont subi des violences ou qu'ils ont assisté à des violences. Et le rapport dit très clairement qu'il y a un danger à vouloir absolument garder les liens avec le père, parce que c'est important, même avec un père violent. Enfin, on est en train de revenir sur cette idée qu'un mari violent, enfin un conjoint violent peut être un bon père. Non, un conjoint violent n'est pas un bon père puisqu'il fait subir à la mère des violences. Enfin bon, que les enfants sont traumatisés même s'ils ne sont pas victimes eux-mêmes, c'est quelque chose qui commence à passer. Mais cette idée de syndrome d'aliénation parentale, on retrouve ça dans la presse mainstream. Et quand on réagit contre ça, vraiment, la réaction, c'est quoi? C'est quelque chose qui est admis du point de vue psychologique. Non, ce n'est pas admis du point de vue psychologique. Les psychiatres ont rejeté en fait le syndrome comme étant quelque chose d'acquis, mais n'empêche que beaucoup de gens le croient, y compris beaucoup de psys et beaucoup de juges. Et donc le fait que ça figure explicitement dans le rapport du Grevio, c'est important. Et le Grevio met aussi alors en question cette espèce de priorité donnée à la garde alternée. Alors c'est très bien la garde alternée si les parents sont d'accord, mais le fait de l'imposer, même quand il y a des violences au sein d'une famille, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, y compris pour les enfants. Qu'on en parle, ça fait vraiment du bien de voir ce chapitre-là. D'autres questions, d'autres réflexions? Peut-être d'abord laisser Léna. Oui. Vas-y. Bonsoir. Donc moi je suis une jeune députée depuis quelques mois et avant d'avoir été, donc je suis députée socialiste. Avant d'avoir été socialiste, j'ai toujours été féministe de ce que je me souvienne. Et donc quand je suis arrivée au Parlement, c'était évident pour moi de travailler sur ces questions-là. Et donc dans mon parti, on m'a dit évidemment tu vas devenir vice-présidente du comité d'avis sur l'égalité, attention hommes-femmes. Donc déjà le titre m'a heurtée, mais bon passons. Donc d'accord, j'arrive, je me renseigne un peu sur comment ça se passe. Et en gros, c'est un endroit où surtout des femmes, parce que finalement on a un seul membre homme, discutent entre elles de questions qui concernent les femmes.
et on émet des avis que les ministres peuvent lire ou pas lire finalement, et rien n'est contraignant en fait avec un comité d'avis. Donc on s'est dit, bon, c'est bien d'émettre des avis, mais ce serait quand même intéressant qu'on ait une commission vraiment qui porte le nom Égalité des chances et droits des femmes. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent au Parlement, ces questions-là étaient traitées en affaires générales. C'est une grosse commission où du coup ces questions passent un peu inaperçues, parce que c'est la commission où on parle finances, budget, vous savez, ces questions prioritaires. Et donc voilà. Et à côté de ça, par exemple, pour vous donner une petite anecdote, au Parlement, on a une commission questions européennes. Cette commission ne se réunit quasi jamais, personne n'en parle, mais questions européennes méritait jusqu'à présent d'être une commission, alors que la question des droits des femmes était sous un petit comité qui se réunissait selon le bon vouloir du président, parce que la dernière législature, pendant 4 ans, ça a été un homme en plus. Et donc voilà, on a obtenu aujourd'hui, enfin hier plutôt, d'avoir cette commission. Donc ça va nous permettre de pouvoir avoir la ministre d'égalité des chances, mais aussi d'autres ministres qui viendront devant cette commission. On pourra porter des textes contraignants, donc des vrais textes législatifs. On pourra aussi discuter là du budget. Donc ça sera beaucoup plus intéressant de discuter du budget dans cette commission-là. On aura beaucoup plus de temps que d'en parler en commission budget, justement. Et donc voilà, des points intéressants. Donc c'est une petite avancée au sein du Parlement bruxellois, mais je pense que c'est symboliquement quand même important. Mais je voulais revenir par rapport à ce que disait Afida tout à l'heure sur le fait que là, on est en train de négocier au fédéral. Et je pense que vraiment, c'est le moment pour l'associatif et pour nous, les politiques, de mettre la pression sur cette question-là par rapport au fédéral, parce que si on n'arrive pas à faire entrer ça de manière vraiment concrète dans les discussions, malheureusement, ensuite, pendant les quelques années du gouvernement, on nous dira que si ce n'est pas dans l'accord, on ne peut pas avancer là-dessus. Et donc vraiment, je pense que c'est important parce que nous, au niveau régional, au niveau communautaire ou même au niveau communal, on se retrouve souvent heurté quand même à cette barrière que c'est souvent le fédéral qui a quand même la main sur ces questions-là. Et donc c'est pour ça que je pense que certes, on a des ministres aujourd'hui qui se revendiquent féministes et qui ont une certaine volonté, mais que si on n'a pas l'aide et le soutien du fédéral après la formation du gouvernement, si on arrive un jour à le former, ça va quand même être compliqué d'avancer sur ces questions-là. Donc voilà, on compte sur vous parce que je pense que quand l'associatif et le politique s'allient, on peut avancer comme on l'avait fait avec le ministère des droits des femmes, effectivement, en fédération. Et moi, je me souviens de certaines discussions que j'ai eues à l'époque où on me disait aussi, mais enfin, on va travailler là-dessus, on n'a pas besoin d'un ministère pour travailler là-dessus. Moi, j'y crois pas du tout. Et je pense qu'au fédéral, pour l'instant, personne ne parle d'avoir une compétence droits des femmes. Et je pense qu'on doit quand même appuyer là-dessus au risque que ce soit de nouveau noyé parmi d'autres problématiques. Voilà, pour ma petite intervention. Magali, ou alors vous vouliez réagir, non? Donc c'est un tout autre champ, c'est la question du logement. Donc par ailleurs, moi je suis aussi militante d'une association qui s'appelle Angela Day, qui promeut l'accès au logement pour les femmes. Et donc on est une toute nouvelle association. Et une des questions qui nous a préoccupés, hormis l'accès au logement, c'est la question des violences, justement. Et donc, dans un pays où il y a une pénurie de logement totale, donc je pense que la question de l'accès au logement, indépendamment des centres, des centres d'hébergement, c'est une vraie question. Les femmes reviennent toujours avec cette question du non-accès au logement. Alors, c'est un méga chapitre, le logement, parce que c'est extrêmement compliqué dans une logique de marché privé, mais c'est quand même quelque chose d'important. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui nous a travaillé, on a été voir des expériences ailleurs, notamment à Barcelone, où en fait, ce qui serait... Donc ça, c'est pas par rapport aux 10 recommandations en tant que telles, mais de dire, mais tiens, quand on aura des sous, du temps, etc., c'est d'aller voir des expériences intéressantes par rapport aux questions des violences. Donc nous, on a visité un habitat hyper intéressant à Barcelone, où c'est un habitat groupé, où la question des violences, elle a été directement intégrée dans le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un travail qui a été fait et de formation des habitants. Et donc nous, on est en train de travailler là-dessus par rapport à un projet qui est en train d'être financé là, à Forêt. Donc comment on va outiller les habitants et les habitantes sur la question des violences. Donc il y a aussi un travail qui se fait avec le Community Land Trust Brussels. Comment on outille les gens à pouvoir avoir on a pensé à des formes de femmes référentes qui pourraient être des vrais soutiens dans un habitat, dans un immeuble, parce que c'est un peu le premier lieu où les violences se situent avant la police, quelque part. Et voilà, et donc moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est un des éléments qui me semble intéressant, c'est comment on outille aussi les individus
à pouvoir accueillir ça. C'est-à-dire que moi, le nombre de personnes qui me disaient, même moi, quand j'étais concernée dans un immeuble, j'ai entendu des violences et je savais pas quoi faire. Et donc, j'ai beau dire, je suis contre. Voilà. Donc, je me dis, il y a quand même un enjeu aussi, outre la prévention, sur comment on outille les gens dans un habitat collectif. Voilà. Donc, il y a des choses intéressantes qui se font, à Barcelone notamment. Voilà. Peut-être juste par rapport au logement, sans répondre vraiment à ta question, mais donc je suppose que la question du logement, elle est introduite un peu dans tout ce qui est, ça va de soi, mais au-delà de ça, la question du logement est une question en soi, parce que quand on a face à soi une femme qui, peu importe la problématique avec laquelle elle arrive, moi je travaille beaucoup plus sur les questions de pension alimentaire, bah c'est une des questions qui est amenée de manière assez douloureuse, surtout avec les loyers, quand il y a quand ça se cumule en plus avec des règlements collectifs de dette, avec ne parlons pas des violences. Donc, et donc nous, on avait fortement alerté là-dessus dans nos revendications plus par rapport à la question du logement, en disant que on doit vraiment regarder cette question du logement aussi de manière genrée. Pas uniquement quand il y a des violences. Et donc, c'est une des interpellations qu'on a amenées quand on a rencontré récemment la ministre, la secrétaire d'État de l'égalité des chances au niveau de la région de Bruxelles-Capitale avec Vie féminine Bruxelles. C'est qu'on a quand même fort alerté pour que les politiques de logement dont elle a la compétence et les politiques d'égalité des chances et de droits des femmes dont elle a la compétence ne se fassent pas de manière comme ça parallèle. Et on lui a suggéré de mettre en place une cellule logement et droits des femmes qui puisse vraiment d'emblée orienter la politique de logement pour que cette question soit présente. Alors après, on n'a pas encore été vérifié si ça a vraiment été... voilà. Mais donc voilà, il faut de toute façon, moi je pense qu'il y a un double enjeu par rapport à la question des droits des femmes, c'est à la fois de bien visibiliser, de se battre pour avoir des commissions, comme disait tout à l'heure Leïla, qui portent cette mention droits des femmes, qu'on ait des ministères de droits des femmes, qu'on ait inscrit dans les déclarations de politique gouvernementale une attention aux droits des femmes et le nommer parce que ça dit quelque chose de notre société. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas qu'on cloisonne les questions de droits des femmes en limitant ça, en disant bon, on va s'occuper juste, excusez-moi, c'est pas du tout pour de la lutte contre le sexisme ou même de la question des violences en subsidiant les associations. Mais donc ces questions de droits des femmes doivent être transversales à toutes les autres politiques. Donc il y a une grosse responsabilité qui pèse du coup sur les épaules des ministres qui sont chargés des droits des femmes pour justement en faire une politique transversale. Donc ça, pour ça, on doit se battre pour ça, pour vraiment, et on doit pas seulement se battre, mais soutenir les ministres qui ont cette volonté, parce que ça n'a pas toujours été. Tout à l'heure, Irène citait Zoual Demir. Zoual Demir, quand on l'a interpellée comme secrétaire, alors elle était secrétaire de l'égalité des chances au niveau fédéral, donc ça dit tout du poids qu'on donne aux questions qui concernent les femmes et d'autres questions qu'elle avait. Mais quand on l'a interpellée sur une question qui touchait aux droits des femmes au niveau social, économique, elle disait, ou en affaires sociales, santé, elle disait, mais ça, il faut s'adresser aux ministres qui sont concernés. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, c'est ça, en fait, l'effet pervers de ces encommissionnements de cette problématique. Alors, je sais, cette commission qui vient d'être mise sur pied en région de Bruxelles-Capitale, il y a des personnes assez attentives à ça qui ne laisseront pas faire ça. Mais on doit quand même se battre pour garder les deux approches. Oui, je voulais ajouter d'ailleurs que dans le rapport français du Grevio, du Grevio pour la France, on parle de violence, mais on aborde justement la question des pensions alimentaires non payées, parce qu'évidemment, c'est lié. Donc, il y a vraiment une volonté, alors on parle bien sûr du logement aussi, donc vraiment, ce n'est pas un rapport qui ne parle que directement des violences, des victimes de violences et de ce qu'on peut faire, mais ça parle vraiment de toute une série de sujets qui touchent aux droits des femmes. Je veux dire, ça touche dans la mesure où effectivement la violence est le plus grand obstacle à la jouissance de tous les droits. Le droit à l'éducation, le droit à l'activité sociale, le droit à vivre
tranquille, le droit à la sécurité, tout. Je veux dire, tant qu'on ne s'attaque pas, et donc effectivement, ça a des répercussions sur la politique de l'emploi, sur la santé, sur l'éducation, sur les enfants, etc., etc. D'où l'importance, effectivement, d'articuler cette lutte-là avec les autres politiques. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, effectivement, on aura, si déjà la question des droits doit être encore énormément travaillée pour ces femmes qui ne subissent pas des violences au quotidien, ben imaginons pour les autres. Donc c'est incontournable. D'autres questions, réflexions? Oui, excusez-moi, mais je ne vois pas bien. Il y a un micro qui va arriver. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive, donc excusez-moi si c'est le cas, mais il y a aussi la question des violences dans le milieu médical, de toute la violence qui peut être exercée envers les femmes et aussi de la formation très sexiste. J'entendais récemment, je crois que c'était une jeune femme suisse qui expliquait à quel point la formation pouvait être sexiste et qui avait justement entrepris toute une action. Et il y a aussi le rôle que le médecin ou le personnel médical peut jouer comme témoin. Est-ce qu'il est question de ça quelque part? Il y a, en tout cas, dans ce qu'on a reçu, on n'avait en tout cas pas aussi largement, mais on a des recommandations sur les violences gynécologiques obstétricales. Donc oui, elles sont reprises, effectivement. Voilà, c'est présent. Donc le Grévieux a dû avoir tout ça. D'autres questions? Excusez-moi. Je suis vraiment mal avec sa lumière. Je ne vous vois pas et je ne vous vois pas. Je devine, mais sans plus. Quoi. Oui, non, ça j'ai plus ou moins compris. Et le seul monsieur, il est là, il me surveille en fait pour que je ne m'efface pas ça, pour que je prenne le micro pour parler. Vous avez encore des questions? N'hésitez pas. Ou une réflexion? On a encore 10 minutes pour respecter en fait l'organisation ici du Point Culture. Oui, madame, il y a un micro qui doit normalement être quelque part. Qui a le micro? Ah, voilà. Voilà. Moi, je suis un peu, assommée. Ça envoie comme ça. Parce que où qu'on regarde, on voit des problèmes, des insuffisances. Par exemple, j'étais ici samedi pour la journée des femmes féministes. Bon. Et je regarde l'étal de la libraire. Et je vois des livres pour enfants magnifiques, avec des histoires non genrées, non sexistes, etc. Et je me demandais si, par exemple, ces livres avaient une priorité dans toutes les bibliothèques en Belgique, pour justement que les enfants lisent quelque chose de différent. Je pense aussi à l'Evras et au travail sur le désir de grossesse, sur le désir d'enfant, sur l'avalanche de grossesse, parfois dans certaines familles. Et donc, alors qu'il y a des centres qui s'occupent de contraception, etc. Et c'est comme si il y avait de nouveau des quantités de femmes qui échappaient à ça, ou de quantités de jeunes femmes qui n'étaient pas... Que l'information arrive trop tard, parce que les VRAS, d'abord, c'est de nouveau sur base volontaire, donc il y a des tas d'établissements qui refusent, et puis ça arrive tard dans l'évolution des jeunes. Leur mentalité est déjà formée. Et, enfin voilà, deux secteurs qui me viennent en tête comme ça, et où, à mon avis, il y a quand même un gros travail. Alors, pour les bibliothèques, non, ce n'est pas une priorité dans toutes les bibliothèques, mais je vous recommande la bibliothèque de Saint-Josse qui fait un excellent travail. Bibliothèque non genrée, et on travaille énormément avec nos publics, les mamans, les papas, les enfants, puisqu'on a aussi des activités de soutien scolaire. Et vraiment, ils font vraiment un travail de sensibilisation en invitant les enfants et les parents du quartier à venir justement découvrir ces livres et avoir toute une série d'activités autour de ces livres. Alors,
je suis d'accord aussi avec vous, avec l'Evras, sauf que l'Evras, il y a quand même toute une réflexion à avoir aussi sur les contenus qu'on amène. Il ne suffit pas de dire que l'Evras, parce que vous abordez la question de l'avortement, bien sûr qu'il faut l'aborder, mais je veux dire, il y a un R dans Evras qui est relationnel. Moi, personnellement, je pense que ce relationnel, on le développe peu, parce qu'il y a peu de temps, parce que c'est pas en 2 ou 3 heures que l'on peut développer. Et donc, effectivement, il faut qu'on mène une vraie réflexion sur comment toucher ces jeunes le plus rapidement possible sur toute une série de questions qui les touchent eux, notamment les relations amoureuses, les relations non amoureuses, tout simplement, aussi entre filles, garçons, personnes du même couple qui sont, enfin voilà, qui s'aiment, etc., etc. Il y a toute une série de questions abordées, mais je sais qu'il y a, voilà, il y a tout un chantier en cours pour pouvoir labelliser un certain nombre d'associations, parce que je veux dire, on ne partage pas toute la même vision de ce que sont les Evras, de ce que sont les violences, on n'a pas toute d'approche genrée aussi, et donc c'est important, on l'a dit, d'avoir une compréhension en tout cas commune des principaux enjeux pour pouvoir effectivement forger des jeunes qui soient outillés, des futurs professionnels qui soient outillés de manière appropriée aussi. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Magali, je te sens frustrée peut-être de ne pas pouvoir poser une dernière question, non? Oui. Si vous êtes d'accord, moi je vous propose qu'on en reste là pour ce thème. Donc un tout grand merci d'abord pour vous, pour votre présence. Merci à Maria, merci à Irène, mais merci beaucoup pour tout cet apport. Et donc on va continuer évidemment ensemble à travailler sur ce dossier. Peut-être pour terminer, je voudrais juste, on a mis quelques Axel là dans l'Axel, c'est le magazine qui est, on a une journaliste parmi nous d'Axel. Ce sont beaucoup de journalistes freelance qui travaillent pour Axel, donc c'est le magazine qui est édité par Vie Féminine, mais avec plein de collaborations externes, des femmes qui sont, des chouettes femmes qui sont des journalistes et qui travaillent notamment pour d'autres journaux aussi. Et donc celui du mois de décembre, je vous en ai apporté ici en primeur. C'est celui du mois de décembre. Donc en fait, il y a un article sur la CEDEF. Donc là, vous pouvez aussi en savoir un peu plus sur cet instrument qui nous mobilise autour de l'ensemble de ces rencontres. Je voudrais juste vous signaler que le rapport alternatif, il est sur toute une série de sites, donc Garance, La Voix des femmes, Vie Féminine, et on le retrouve tout particulièrement sur un site qui s'intitule engrenageinfernal.be, sur lequel vous allez retrouver le rapport alternatif, mais vous pouvez aussi retrouver, tout à l'heure Maria me le sifflait, me le soufflait, pardon. Surtout avec le sujet, on a fait une étude sur l'accueil des femmes à la police. Et donc voilà, il y a une étude qui est en ligne là, vous pouvez aussi en prendre connaissance sur ce site. Les Axel qui sont là dehors, il y en a aussi toute une série qui ont été avec des articles sur les questions de violence, et notamment celui du mois de novembre qui traitait de l'impact des violences sur les enfants. Il est à votre disposition et vous allez voir, il y en a toute une série aussi. Et donc voilà, moi j'ai envie de vous remercier encore une fois et de vous rappeler que la prochaine rencontre dans le cadre de ce cycle, c'est le 12 décembre. Ce sera sur le sexisme dans l'espace public avec une série de recommandations et de revendications qui sont portées par Vie Féminine sur la question du sexisme. Mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura le plaisir d'accueillir Safia Kassas, donc qui est... que vous connaissez, journaliste et chargée de l'égalité et de la diversité à la RTBF, et qui viendra tout particulièrement nous présenter les revendications, les réflexions qu'elle mène autour du cyberharcèlement des femmes journalistes. Voilà, donc ça c'est pour le 12 du 12. Sur ce, merci beaucoup. Et merci encore à Point Culture. Je pense qu'ils sont là, mais merci Point Culture. Merci Point Culture. Voilà. Merci et bon retour à tous. Ouais.
Merci.